Bonsoir à vous, ici Mélanie Ainaro-Caveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouveau bric-à-brac d'idées où l'on pense à voix haute. Alors, comme d'habitude, vous êtes les bienvenus pour entrer dans la scène et pour cela, si vous avez un message, si vous souhaitez parler, aujourd'hui le thème ce sera sur l'impuissance. Si vous avez envie de transmettre un message, communiquer sur une expertise ou sur un avis, sur votre regard, vous pouvez aller dans la description, cliquer sur le lien et ensuite rentrer le mot de passe et me dire coucou et je vous fais monter en scène pour que vous puissiez parler. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'impuissance sous différents angles. Et le but, bien sûr, c'est de retrouver en tout cas du pouvoir d'agir sur, cette notion-là qui peut faire peur et qui n'est pas qu'une notion, qui est aussi une réalité. Alors le 19 février, donc dans 2 jours, aura lieu le prochain épisode d'Au fil de l'idée avec pour invité Guillaume Dufresne. Donc ce sera une nouvelle conversation qui sera animée par Frédéric Ranganayagui et qui parle d'ailleurs d'impuissance et alors ici, donc Guillaume Dufresne a trop en tout cas au travers ce sera l'occasion pour lui, ce sera l'occasion pour vous aussi, de découvrir ce projet épistolaire et dont le thème, je ne vous dis pas plus, je vous dis le thème: «Cher oublié, remède à l'impuissance d'un homme face aux violences faites aux femmes et aux enfants». Et j'enchaîne maintenant sur une lecture d'un post que j'ai publié. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains vivants? Est-ce celui dont la force physique est la plus terrassante? Est-ce le plus fourbe, le plus résilient? Est-ce celui qui sait se lier à d'autres que lui? Une thèse passionnante émerge des recherches actuelles en anthropologie. Notre survie ne reposerait pas sur notre agressivité, mais sur notre capacité à faire alliance. Pourtant, lorsque nous nous lions à la souffrance de l'autre, nous pouvons vivre l'une des expériences les plus vertigineuses de la condition humaine. Une fracture brutale entre notre volonté de justice et notre incapacité à agir sur le réel devant une mécanique qui nous dépasse. Nous développons alors des stratégies de défense, le détournement du regard, l'indifférence protectrice, la colère stérile, et nous pouvons même aller jusqu'à la reproduction d'une forme de violence. Or, l'impuissance n'est pas une impasse, elle est un signal. Face à l'inacceptable, des femmes et des hommes brisent le silence. C'est le cas de Guillaume Dufresne qui s'adresse aux femmes et aux enfants qui aujourd'hui encore vivent l'inacceptable. Chers oubliés, le remède à l'impuissance d'un homme face aux violences faites aux femmes et aux enfants. Ce message s'adresse aussi à vous et il sera le thème du prochain podcast Au fil de l'idée qui sera animé par Frédéric Ranganayagui le 19 février 2026 à 15h15. Pour la préparation de ce nouvel épisode, nous souhaitons qu'il résonne avec vous. Quelles questions aimeriez-vous poser à Guillaume? À vous la parole. Dites-le nous en commentaire. Frédéric en sélectionnera une pour la lui poser en direct durant leur échange. Donc, il est encore temps pour vous d'envoyer u- euh, une question sur ce thème, sur ce que ce thème évoque pour vous. Et cette question, vous l'entendrez donc passer en direct. Alors là, nous avons donc parlé, de l'impuissance et notamment ici, l'impuissance que l'on peut ressentir lorsque l'on est témoin, par exemple,
de d'injustice autour de nous. Mais il y a aussi, d'autres formes d'impuissance et c'est aussi l'impuissance quand elle nous concerne et j'ai envie de parler aujourd'hui là, de l'impuissance apprise qui correspond à cette situation où un individu, lorsqu'il a connu des échecs de manière répétée, commence à perdre j perdre déjà de l'estime pour elle-même et pour sa marge d'action, perdre de la puissance et donc cette perte-là, elle s'installe notamment avec, avec, lorsque l'individu va attribuer des causes particulières à son échec. Ce qu'elle va attribuer de manière systématique, son échec à elle-même, une cause interne où alors c'est la situation où l'individu va se dire: «Je ne suis pas capable, je suis incapable, c'est de ma faute». Voilà à quoi ça peut ressembler. Il y a aussi, «Ça c'est de ma faute, ça ne marche jamais». Ce genre de discours que l'on peut, retrouver ou «Ça ne changera jamais». Donc ici ce qui est important, par exemple, lorsqu'un individu va reconnaître une faute de sa part, alors c'est intéressant effectivement de savoir se remettre en cause pour pouvoir s'améliorer. Mais lorsqu'il s'agit de déplorer ce que l'on ne peut pas faire, alors là, on est sur une pente glissante. Et surtout que dans une situation, il n'est pas question que d'un seul individu, il y a également des choses autour. Et il est intéressant d'avoir cette lucidité, de regarder ce qu'il y a autour, de ce qui a joué. Lorsque l'on dit c'est ma faute ou j'en suis incapable. Alors, des fois, il y a d'autres situations qui ont joué en cette faveur ou qui a favorisé, qui a joué dans cet échec-là. Parfois, ça peut être un individu extérieur ou ça peut être, des conditions aussi extérieures. Imaginons par exemple, heu, allez, on va prendre un enfant. Un enfant qui a révisé ses leçons, ensuite finalement a une mauvaise note et à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'il n'a pas appris, c'est parce que ici il y avait, une condition particulière où, le professeur a mis une situation nouvelle qu'il n'avait pas encore apprise et ici, ça peut être compliqué. Donc si lui, il se dit, «C'est de ma faute», ici, c'est peut-être pas «C'est de ma faute», c'est que ici, je suis pas encore en mesure d'y répondre. Donc il y a aussi ce fait de regarder ailleurs et j'ai envie de mettre aussi hem, cet exemple que l'on peut retrouver en entreprise. C'est l'agent qui se dira qu'il arrive à rien, à ne pas faire ses tâches, à ne pas finir son travail, qu'il arrive à rien dans son entreprise parce qu'il est nul, sans prendre en compte qu'il existe des dysfonctionnements réels, extérieurs à lui aussi, dans ce service, qui a un turnover pas possible, où les gens entrent et sortent comme une passoire et qu'il y a un nombre d'arrêts de maladie conséquent dans ce service-là, ou même dans l'entreprise. Il y a vraiment donc des risques psychosociaux. Ici, ce n'est pas l'individu, ça va au plus loin de l'individu. Donc, on a intérêt d'avoir cette lucidité, de ne pas regarder que le soi. Il y a notre responsabilité, mais également, il y a aussi d'autres paramètres qui jouent. Donc, dans cette tendance à dire: «Ça n'a pas marché ici», c'est donc d'aller observer.
parfois, bah, je n'ai pas vu la situation dans son entièreté. Donc, il y a des moments où il faudra s'interroger: «Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans cette situation?» Et c'est au regard de ces questionnements-là qu'on peut avancer par tâtons et voir heu, où est-ce qu'on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut me mettre en tout cas réfléchir, commencer à mettre en œuvre pour agir. Alors il y a aussi, cette situation où, il est important de se demander quelle circonstance particulière a ici participé à mon échec. C'est-à-dire, des fois alors on n'est pas sur, du systématique. Des fois, il y a quelque chose de particulier et j'aimerais, évoquer cette situation que l'on peut rencontrer. C'est par exemple le fait de faire une démarche administrative importante. On reçoit l'interlocutrice en charge du dossier au téléphone. Donc, elle vous questionne, non pas dans un esprit de collaboration, mais pour bloquer votre demande et puis invoque un prétexte qui parfois n'existe pas pour inventer de nouvelles règles ou une nouvelle obligation et donc ne pas traiter votre demande. Donc à ce moment-là, c'est pour vous quelque chose, une démarche importante et c'est compliqué. Parce que là, ben, on va dire que c'est un échec. Alors, face à cet échec, on peut, bah, se lamenter, mais on peut également des fois, il y a des situations où il est possible que la personne rappelle, enfin, la personne qui a vécu l'échec rappelle et là, tombe sur quelqu'un d'autre, une interlocutrice polie, qui sans broncher, donc donne satisfaction à sa demande. Donc c'est quelque chose où il y a une circonstance, alors on va dire où est la logique, c'est quelque chose où il y a une circonstance, mais qui a changé. Des fois, c'est peut-être, refaire la même chose, mais à un moment différent, qui peut amener à des résultats différents. Et puis, dans le fait de se dire que je n'arrive jamais à rien, que ça ne fonctionne jamais. Alors ici, c'est important aussi de voir que ce qui concerne un problème spécifique ne concerne pas forcément tout. C'est-à-dire, un échec sur un endroit ne remet pas en cause les compétences ailleurs. Une personne, par exemple, qui va rencontrer des difficultés à prendre la parole, par exemple, peut très bien être très, très bon à l'écrit, ou elle peut très bien être doué en, dans la cuisine, faire des bons plats, faire, il y a des choses, qu'elle sait faire, donc c'est important de ne pas réduire, de ne pas se laisser ternir par les échecs, par un échec qui peut avoir lieu, heu et d'éclipser les autres choses sur lesquelles, bon, on peut faire bien sans le vouloir, sans le voir, c'est ça que je voulais dire. Et ce qui est intéressant, alors une personne qui est touché par, ce sentiment, qui est profondément touché par ce sentiment d'impuissance apprise, elle peut aussi connaître des réussites. Mais ces réussites, c'est quelque chose qui peuvent, par exemple, le fait de stimuler, d'amener des projets qui permet de réussir, c'est quelque chose d'intéressant qui peut permettre à la personne de progressivement reprendre du pouvoir d'agir, reprendre de la confiance, reprendre de l'estime de soi. Mais, bien souvent, les réussites ne sont pas suffisants. Il y a aussi, eh bien, pour sortir, vraiment pour sortir de cela,
pour sortir de cette situation d'impuissance acquise, eh bien, cela passe aussi justement par le fait de regarder les circonstances aussi, enfin de regarder aussi en comme j'ai dit tout à l'heure, en dehors de soi, de regarder aussi au-delà de soi, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Et d'admettre aussi qu'il y a des circonstances particulières, que des fois c'est faire carrément quelque chose de différent, mais des fois parfois c'est de refaire la même chose, mais à un autre moment. Voilà, donc il y a ce il y a un petit peu ce travail d'enlever ses œillères et de regarder ce qui se passe autour. Alors, c'est quelque chose l'individu qui fait ça, qui enlève ses œillères, eh bien, ça l'évitera aussi de passer pour un bouc émissaire. Parce que quelqu'un qui est aveugle et qui prend la responsabilité de tout, eh bien, ça peut être arrangeant pour, les personnes autour qui, n'ont pas envie d'avoir des responsabilités et qui voient: «Ah, quelle aubaine, quelle opportunité!» et qui va en profiter pour vous donner un peu de leur lot. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Prenez vos responsabilités là où vous les avez et laissez aux autres les leurs. Et il y a une métaphore aussi qui est, cette métaphore connue de l'éléphant, le bébé éléphant à qui on l'attache avec, une corde et qui, quand il est petit, bah, il ne peut pas rompre cette corde-là, donc il reste prisonnier. Il reste donc, prisonnier de cela et c'est un conditionnement qui reste longtemps alors que, en grandissant, il a la force pour pouvoir sortir de cela. Donc c'est aussi des conditionnements qui nous touchent aussi, qui peut nous toucher. J'aimerais dire aussi une chose, c'est que dans l'apprentissage, les erreurs, les échecs font partie, c'est une partie intégrante aussi. Et donc il y a également, une initiation à la frustration aussi. Il y a des moments où justement il peut y avoir des échecs, mais ce qui est important, c'est ce que l'on fait après et c'est des informations que l'on tire de ces échecs-là. Donc voilà les informations que je souhaitais partager ce soir et je parlais, tout à l'heure de personnes aussi qui en profitent pour vous donner des responsabilités, mais il y a également des personnes touchées par la solidarité aussi, qui peuvent être une aide et un appui dans ces apprentissages-là aussi. Donc il y a des endroits, ce qui est intéressant aussi de voir, parce que je parlais d'apprentissage et dans l'apprentissage, il y a un certain nombre de choses que l'on peut si l'on veut, que l'on peut aussi apprendre, seul de notre côté. Mais il y a d'autres heu qui va nécessiter aussi soit d'être initié. Voilà, c'est ça que je voulais dire, d'être initié. Donc c'est aussi finalement profiter aussi de ce réseau, des dispositifs qui existent aussi qui existent dans notre environnement aussi, pour pouvoir, justement apprendre et s'en sortir. Sortir de ce conditionnement-là, en tout cas,
Si l'impuissance, elle peut être apprise, ça veut dire que aussi que l'inverse aussi peut être apprise. La puissance, le pouvoir d'agir aussi peut être acquis aussi. Eh bien, alors si vous avez une opinion que vous aimeriez partager ici dans ce live, vous avez la possibilité de venir, vous avez la possibilité de participer. Le lien est dans la description. Et je profite pour faire passer des messages de prévention, prévention de violence, pour éviter justement de passer à l'acte. Il y a des dispositifs et notamment le numéro 08 019 019 11 qui peut être une aide dans cette situation. Et nous avons aussi le numéro du 3919 si vous rencontrez des situations de violence ou si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes témoin, ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît ces situations de violence, vous pouvez appeler le 3919. Alors donc, aujourd'hui, nous avons parlé d'impuissance, de différentes formes d'impuissance, mais également des portes de sortie qui existent malgré la résistance de ce sentiment d'impuissance. Il y a le sentiment d'impuissance, mais qui peut être aussi renversé. Nous avons parlé aussi d'impuissance, que l'on peut ressentir face à l'autre et notamment on a parlé aussi, bah, de cette ambivalence-là où alors oui, je pense que c'est intéressant d'en parler. Il y a aussi le fait, d'être touché par la souffrance de l'autre peut amener aussi à une forme de violence, à certains moments. C'est, par exemple, imaginons le le retraité qui a souhaité accompagner un individu parce qu'il a souhaité se rendre utile et ça c'est en temps de bénévolat. Arrivé en situation, heu, il n'imaginait pas que les problématiques de l'individu étaient aussi grandes et il se trouve rapidement dépassé par la situation. Alors, entre un mélange d'indignation, d'in d'incompréhension et d'un certain nombre de choses, de plusieurs paramètres, bah, cet individu peut ressentir justement un grand agacement et peut adopter des formes de violence envers la personne pourtant qui souhaitait accompagner. Donc c'est un exemple de paradoxe qui peut arriver
et c'est intéressant aussi de souligner finalement cette ambivalence que et ces attitudes, que l'humain peut avoir parce qu'il est intéressant de connaître, ces choses pour pouvoir, composer avec. Ne Pouvoir composer, c'est-à-dire, eh bien, nous-mêmes, lorsque nous sommes dans la sidération, pouvoir mettre, une pause et se dire: «Eh bien, je ne suis pas en état là, je ne suis pas en état d'entendre plus ou je ne suis pas en état». C'est se protéger soi et protéger l'autre aussi. C'est une forme, de conscience. On peut dire aussi de conscience citoyenne ou de conscience, individuelle, de respecter enfin, en tout cas, ces éléments d'information montrent aussi qu'il n'y a pas de que les choses ne sont pas, noires ou blancs. Qu'il y a des fois des situations d'ambivalence, il y a des fois des complexités. Je parlais tout à l'heure, d'interlocuteurs, qui voilà, qui ne répondraient pas à la demande alors qu'elle devrait le faire, mais qui soit va avoir des comportements, pour bloquer la demande, on ne sait pas pourquoi et cette même personne peut très bien, dans une autre situation, adopter un autre comportement et on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Il y a effectivement cette ambivalence, ces ambivalences où, la violence existe parfois à des endroits où l'on n'imagine pas et pourtant on peut également aussi, prévenir soi-même quand on voit qu'on commence à sortir de soi et que la ligne du respect, c'est-à-dire que alors peut-être déjà que dans l'intonation, dans les remarques, qu'il y a des remarques cinglantes, des choses, ça peut être des signes aussi qui montrent que là, eh bien, il faut laisser la cocotte minute, de côté là. Là, il faut il faut faire un stop et ça, c'est aussi une forme d'intelligence aussi. Parce que, on a tous des limites et même, il y a voilà, on a tous des limites et même sur des situations qu'on peut comprendre en temps normal, à un certain moment, peut-être, à un certain moment de la journée, après avoir vécu un certain nombre de stimuli, on peut être dépassé. Et ça, c'est important, de le souligner, de prendre des pauses aussi, de faire, de plutôt que, de dépasser, de prendre des actions, que l'on va regretter et plutôt, de chercher des moyens de se réguler, en tout cas. Il y a ça, là je parle, lorsque par exemple on est un individu qui qui peut être, justement qui peut avoir ces actes de violence envers l'autre, mais on peut également être l'individu qui remarque que la personne d'en face commence à sortir, de ses gonds en tout cas, où on sent que et là ça peut être aussi intéressant. Ça peut être aussi intéressant de que la personne se rende compte qu'elle a aussi son pouvoir et son mot à dire. Elle n'a pas à subir, heu, j'allais dire les défécations de l'autre. Le mot est fort. Mais quelque part, oui, ça peut être ça, parce que ça peut être une personne qui n'a pas été consciente qu'il y avait des choses qui avaient besoin de sortir, mais pas avec vous et c'est ici, le fait aussi de se dire que on a aussi cette possibilité, vous savez, vous aussi, en tant qu'individu, cette possibilité de dire à l'autre personne, quel que soit son statut, qu'ici, il y a une limite et qu'elle n'a pas à franchir cette limite ou alors, parfois, c'est ça alors, parfois, il y a des choses simples,
C'est le moment où, la personne demande: «Est-ce que ça va?» Ce qui permet de faire un temps de pause à l'autre personne où elle se rend compte justement que ça ne va pas. Il y a des moments, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est cela dépend aussi de la situation. Mais, en tout cas, c'est important de se dire que vous avez aussi, vous, la possibilité soit de dire mot et si vous pouvez pas dire de mots, pourquoi pas, bah, partir aussi. Dans certaines situations, il vaut mieux plutôt que de subir je ne sais quoi, jusqu'où, on ne sait pas. Il y a des moments où si vous n'avez pas les possibilités, de de d'avoir les mots adéquats à ce moment-là, parce que ça arrive et bien, en tout cas, que le corps, lui, il prend la relève et au revoir et à bientôt. Et puis, possibilité d'en reparler un peu plus tard. Au moins, ça permet d'éviter aussi, certaines situations qui peut aller loin ou où vous allez, regretter et peut-être serrer les dents la nuit. Donc donc voilà, c'était aussi une situation où on nous montre que où l'impuissance, peut amener à bien des choses. Ça peut amener à dénigrer l'autre, ça peut amener à finalement se lier les mains derrière le dos et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des possibilités. Si vous avez une opinion, un message particulier que vous aimeriez, parler à propos de soit de l'impuissance, vous pouvez venir monter. Ce qu'on peut dire également sur l'impuissance, c'est qu'il y a des moments aussi où il est fructueux aussi de, reconnaître, son impuissance. Mais, pas comme je l'ai dit tout à l'heure, pas pour déplorer, mais plus pour prendre des appuis pour construire demain. C'est aussi une étape nécessaire pour aller vers les apprentissages. Et comme on a parlé d'impuissance apprise, j'ai envie, heu, de vous lire notre post en lien avec l'estime de soi. Donc c'est un post que j'avais présenté comme un rapide autodiagnostic d'une estime de soi constructive. Et c'est un post sur lequel je me suis inspirée, en tout et surtout dans les questions, je me suis inspirée fortement des mots de Philippe Mérieux. Je vous lis ça. À la notion d'estime que nous nous devons et que nous devons aux autres, je vous partage ici 3 points de repère clés qui peuvent être salutaires à connaître. La dignité. Ai-je une considération de moi-même comme sujet humain digne de respect? La posture. Ai-je une attitude de clairvoyance optimiste? La dynamique. Est-ce que je me jauge? Je m'évalue? Je m'interroge sur ce que je peux faire, non pas pour déplorer de ne pas pouvoir y arriver, mais pour chercher inlassablement des points d'appui qui permettent de progresser. Ces 3 dimensions articulées ensemble constituent un socle solide
pour des relations sociales heureuses qui abandonnent le rapport de force et l'humiliation pour tenter d'installer la reconnaissance de l'humain et la solidarité. Et j'aime beaucoup ce «est-ce que je me jauge, je m'évalue, je m'interroge sur ce que je peux faire», non pas pour déplorer de ne pas pouvoir y arriver, mais pour chercher inlassablement des points d'appui qui permettent de progresser. Et je trouve que ça peut être une belle image inspirante que de se voir aussi comme un détective. Lorsque, par exemple, quelque chose ne fonctionne pas, on pourrait imaginer de prendre son chapeau, de prendre sa loupe ou que sais-je, quel autre outil que vous aimeriez avoir pour aller justement. euh, Il y a je me jauge, je m'évalue et je m'interroge, mais aussi dans la situation, il y a pas que moi aussi. Regardez aussi autour parce que sinon, on risque forcément de louper certaines choses si on regarde que sur soi-même. Et je pense vraiment que cette, question-là, elle peut être vraiment salvatrice de de se, de se reprendre au moment où on remarque qu'on est en train de se jauger, qu'on est en train de s'évaluer, de s'interroger pour dire: «Ah, je peux pas faire ça». Ça, c'est intéressant de souligner ça. Ça peut être déjà une première étape de remarquer quand cette quand ce genre de réflexe arrive et pour, switcher. Ah oui, j'ai le droit de me poser des questions, j'ai le droit de douter, j'ai le droit. Mais dans quel sens? Dans quel sens va ce doute? Est-ce qu'il va dans le sens de me couler ou est-ce qu'il va dans le sens de construire, de prendre des points d'appui, d'aller vers le progrès? Donc c'est aussi quelque chose qui se fait dans le temps. J'aimerais enchaîner donc sur aussi la définition de ce qu'est l'apprentissage selon Mayer. Donc l'apprentissage, c'est un changement relativement permanent des connaissances ou du comportement d'une expérience due à l'expérience. Et c'est important aussi de redire aussi qu'il y a un certain nombre de choses que l'on apprend facilement et il y a un certain nombre de choses qui nécessitent des étapes euh, intermédiaires, qui vont nécessiter un temps plus long. Et il y a une distinction là-dessus, qui est l'apprentissage primaire et l'apprentissage secondaire. C'est une distinction qui existe en sciences de l'éducation. L'éducation primaire, ça va être ce qu'on apprend, de manière, intuitive, de manière, qui va être plus rapide parce que liée alors grosso modo en tout cas, là je simplifie, mais qui est surtout liée à la survie. C'est par exemple de lire, les émotions sur les visages, c'est, il y a dans les apprentissages secondaires, il y a, bah,
la lecture et l'écriture qui sont des apprentissages qui ont nécessité du temps, sur lesquels on a été épaulés et dans lesquels on a été accompagnés, on a été initiés et il y a l'apprentissage du langage. Donc il y a des choses qu'on va apprendre facilement par immersion. On a par exemple la langue maternelle où il va y avoir comme on côtoie un certain nombre de mots, on va pouvoir apprendre ça un peu de par immersion et sur le langage, je souhaitais dire également que c'est aussi une force. C'est aussi une force, de développer ce langage parce que plus on développe notre vocabulaire et plus on développe aussi on on développe notre pensée aussi, notre façon de penser, mais également notre façon aussi de résoudre les problèmes, de les présenter aussi et de les communiquer. Parce qu'il y a bon nombre aussi de difficultés qui relèvent aussi de la communication. On peut très bien savoir parler, mais il y a parfois certaines nuances qui peut amener des changements relationnels aussi. Donc je parlais tout à l'heure d'apprentissage. J'aimerais aussi, ben, amener, cette couche aussi de Serge Bamard aussi qui évoque les 4 contraintes de l'apprentissage, qui est 1, être capable d'admettre ses propres insuffisances. Donc je rappelle, c'est on reconnaît, on peut se poser des questions, se jauger insuffisant, mais non pas pour déplorer de ne pas pouvoir y arriver, non pas pour déplorer que je suis incapable, mais pour prendre des appuis pour pouvoir progresser. Donc c'est dans ce sens, c'est reconnaître ses insuffisances dans ce sens. Donc je disais 4 contraintes, être capable d'admettre ses propres insuffisances, être capable d'attendre, parce que des fois ce n'est pas immédiat malheureusement, être capable d'entrer dans un cadre fait de règles extérieures et précises, et puis être capable d'accepter ou de supporter un petit moment de solitude. Et pour répondre à nos problématiques, qu'est-ce que l'on fait aussi? On s'appuie aussi sur nos représentations. Je parlais tout à l'heure, de d'imaginer qu'on est, cet enquêteur, on met, la casquette ou le chapeau d'enquêteur et je ne sais pas vous, qui est-ce que vous avez vous comme représentation pour, incarner cet enquêteur-là? Peut-être que vous le construisez vous-même, ou vous imaginez vous-même? Ou est-ce que, vous prenez appui sur, des représentations existantes? Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Inspecteur Derrick, Inspecteur Columbo. Ce sont aussi, bah, des histoires aussi qui peuvent venir donner de la force aussi parce que on s'alimente on s'alimente d'histoires, de lectures, de films aussi, des films de science-fiction. Il y a aussi, peut-être que vous connaissez la référence de Docteur Who avec son fameux tournevis, qui ne ressemble pas à un tournevis d'ailleurs et en tout cas, vous pouvez avoir vos propres, affinités avec, avec ces alimentations-là qui peuvent aussi, créer, une petite affinité, un petit sourire de voir, alors ce que l'on peut voir comme un problème peut être aussi un mystère à résoudre qui peut être stimulant à penser aussi. Donc ça peut on peut
se servir aussi de ces histoires-là pour changer un peu, notre façon de voir, mettre un peu plus, de gaieté. Et là, je parle de gaieté et je pense à ce film que vous connaissez peut-être qui est, La vie est belle. Je crois bien que ça s'appelle comme ça, je vais vérifier. La vie est belle. Oui, c'est bien La vie est belle. C'est un film, c'est une comédie qui date de 1997, qui dure 1 h 56 et qui est sur, il va y avoir un événement important qui est, la déportation. Donc la déportation des juifs et là, ici, en l'occurrence, donc c'est une histoire qui commence de manière très égayante où c'est un homme très, optimiste, très entrepreneur qui prend des initiatives et qui a vraiment une façon bien à lui de voir la vie et cette personne-là, ce il donc il lorsqu'il va être déporté, il va être déporté aussi avec sa famille, avec, son fils et dans ce qu'il va faire, il va tout mettre en œuvre pour que tout passe comme une comédie et que son fils ne voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à la fin du film, le fils ne savait pas ce qui s'est passé réellement. Il s'agissait de quoi il s'agissait. C'est-à-dire, par exemple, une anecdote, il y a un moment où, un nazi demande à qui arrive à traduire l'allemand pour pouvoir parler. Donc cet homme-là, il se désigne et il fait le pitre et il raconte, toutes sortes de choses qui fait rire, à son qui fait rire, son garçon et donc pendant pendant tout ce temps-là, il y a ce il y a ce côté-là où l'individu, en tout cas, il fait vivre à son enfant une autre façon de voir alors que on est quand même on est dans la violence, dans la souffrance, dans le crime contre l'humanité et ici, c'est quand même une référence très forte, mais en tout cas, on peut s'inspirer, voilà, de références de films, de références, de contes, de références, d'histoires, plein de références pour pouvoir alimenter, parce que c'est sur nos représentations aussi, c'est sur nos expériences aussi, que l'on s'appuie aussi pour, répondre, des fois de manière originale à des situations. Hello Half Soul, je vais bien et vous, comment allez-vous? Est-ce que vous, vous avez donc des références particulières que vous aimeriez partager, qui vous inspirent dans des moments difficiles, par exemple? Donc vous voyez, nous parlons d'impuissance, mais nous arrivons aussi à parler aussi, ben, de solidarité, d'estime de soi, d'estime de soi constructive, de se questionner, de se jauger, mais dans un sens, constructif, dans le sens du progrès. Alors je ne sais pas si c'est déjà disponible, mais je pense que la traduction sera sera sous-titrée après le live, je pense. Après quelques heures de traitement, j'imagine.
Donc, merci à vous d'être présent, merci à Alfsoul d'être, pour, ses commentaires. Donc, si vous passez même après le live, n'hésitez pas à venir à mettre dans les commentaires si vous avez, des expériences que vous avez envie de partager, des références aussi inspirantes qui vous épaulent, c'est sur lesquelles vous vous appuyez pour, pour faire face à l'adversité. Il y a un livre qui s'appelle, Flip Thinking aussi. Alors, Flip Thinking qui est l'art de transformer un problème en opportunité, qui est aussi un livre. Alors, Flip Thinking en français, c'est retournement de pensée et il a une façon particulière, en tout cas, d'écrire, ce qui nous amène vraiment à expérimenter la chose vraiment de manière, on peut être surpris du switch qui peut s'opérer dans notre esprit en lisant cela. Ça peut être à la fois brutal, mais ça peut aussi, j'ai envie de dire, faire tomber, des résistances aussi. Faire tomber des résistances, faire re peut-être, voilà, se faire retourner soi-même et c'est dans ce qu'il dit, mais également dans comment il prépare ce qu'il va dire, qui est intéressant dans ses écrits aussi. Pour, préparer le lecteur à. Il avait un exemple par exemple, heu, où il disait qu'il y a certaines situations où lorsque l'on se lamente, c'est notamment sur des choses que l'on ne peut pas changer, lorsqu'on se lamente sur des choses sur lesquelles nous, à notre échelle, nous ne pouvons pas changer, et bien on ressemble à ce chien qui court sur la plage et qui hurle et qui aboie devant les vagues. Ah, c'est pour vous montrer l'insignifiance de la chose. Moi, c'est quelque chose qui me fait rire. Alors je sais pas vous si ça vous fait rire. En tout cas, peut-être que en lisant le livre, ça vous fera peut-être, quelque chose. Mais j'ai trouvé la métaphore vraiment intéressante de ce chien. C'est une métaphore, que j'ai gardée. C'est par exemple que j'utilise quand par exemple, voilà, l'impuissance c'est quoi aussi? C'est de se sentir tout petit face à des événements sur lesquels on n'a pas de marge de manœuvre. Nous, à notre niveau, c'est pas, ça ne relève pas que de nous, c'est loin. Et donc, quand on commence à trop rester longtemps sur ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut non seulement nous fatiguer, mais fatiguer aussi les autres. Et donc, quand je m'aperçois que j'arrive dans ce niveau, je repense à ce chien qui court et ça me fait rire parce que j'imagine vraiment un petit chien insignifiant et qui court face à l'océan qui donne des vagues et lui qui aboie et en fait, c'est pas en fait, finalement, c'est pas très utile et il y a d'autres moyens, en tout cas, déjà de se réguler, mais aussi, de se réguler parce que c'est important aussi, lorsqu'on constate des choses difficiles à accepter, c'est important aussi, de trouver des moyens de se réguler. Moi,
Si vous suiviez, la Gazette en live, la Gazette Oxygène, vous savez que moi je il y a un outil qui est le gribouillis et qui permet de lâcher les tensions, qui permet, de souffler, de prendre un temps. Parce que c'est aussi en faisant le gribouillis, mine de rien, on respire différemment aussi. Donc c'est un moment pour soi où on met, son gribouillage sur un papier. Ça permet d'extérioriser certaines choses qu'on ne peut pas extérioriser avec le langage ou autre chose en tout cas. C'est un moyen aussi, ben, de sublimer son impuissance, alors et puis il y a des impuissances passagères et après dans l'impuissance justement peut nous inspirer, des actions. L'impuissance peut inspirer, bah, des artistes qui vont créer des œuvres. Certains, ça va être de la peinture, ça va être, d'autres des écrits, des films. Ça peut être, également d'autres actions plus concrètes pour aider autour de soi et même s'aider soi-même, finalement. Donc voilà un petit peu ce bric-à-brac d'idées autour, de l'impuissance que l'on peut, dont on peut faire quelque chose avec et dont on peut en sortir. Alors là, nous sommes donc dans le podcast ce bric-à-brac d'idées et vous connaissez aussi, peut Au fil de l'idée, le podcast dans lequel vous pouvez venir faire part de votre expertise, de votre regard, d'un sujet qui est important pour vous, que vous souhaitez transmettre. Si vous souhaitez donc participer au fil de l'idée, vous pouvez aller sur le site oceandecoach.fr, regarder si les conditions vous conviennent et puis de candidater pour un prochain épisode et nous pourrons par la suite en discuter. Alors, je vous remercie pour votre attention. Le live touche à sa fin et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Bonne soirée et au revoir.